7h36, le journal du matin sur la première. L'Arabie Saoudite a donc rejeté hier l'appel lancé par l'Iran à un cessez-le-feu au Yémen. Riyad et tous ses alliés arabes poursuivent donc leurs raids aériens contre les milices chiites houthis qui ont renversé il y a quelque temps le régime yéménite. On va se poser la question ce matin, quel risque de déstabilisation pour l'ensemble de la région? Peut-on parler aussi de guerre naissante entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? L'invité du journal ce matin est Jean-Marc Ricli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes professeur assistant au département des études de la défense du King's College de Londres, mais vous êtes basé au Collège de défense du Qatar, donc vous êtes au cœur de la région. Vous êtes aussi chercheur associé au Centre de politique de sécurité de Genève. La question qu'on a envie de vous poser d'emblée, c'est l'intérêt de Riyad et de l'Arabie Saoudite à poursuivre ces combats, quand on se souvient par exemple que le patron des armées américaines a dit tout récemment, et je cite, lancer un tapis de bombe sur l'Irak n'est pas la solution pour combattre l'État islamique. Pourquoi, au fond, ce serait la solution au Yémen ? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais juste un peu remettre dans le contexte ce qui se passe dans la péninsule arabique et puis plus largement au Moyen-Orient. Vous avez environ trois tendances, trois lignes de force. La première vient de l'invasion de l'Irak en 2003, où les États-Unis, en renversant le régime de Saddam Hussein, a complètement déstabilisé l'équilibre des forces qu'il y avait dans le Moyen-Orient, qui jusque-là était basé sur la confrontation entre l'Iran et l'Irak. Et depuis 2003, vous avez donc l'Iran qui a un champ libre en Irak. La deuxième tendance qui est assez forte, c'est le printemps arabe, qui a créé une situation de déstabilisation quasiment globale au niveau du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et maintenant aussi de l'Afrique occidentale. Et donc là, vous avez l'émergence de mouvements salafistes djihadistes qui gangrènent toute cette région. Et la troisième tendance forte, c'est la perception du retrait américain au Moyen-Orient, qui a été notamment, les États-Unis sont notamment perçus comme étant un allié moins sur lequel on peut moins compter qu'auparavant. Au Moyen-Orient, dans le Golfe, depuis les années 80, il y avait une doctrine Carter qui disait que les États-Unis fournissaient la sécurité dans le Golfe en contrepartie de l'accès aux ressources hydrocarbures. Et ça, c'est terminé, cette doctrine Carter. On est en train d'en sortir. Alors, cette doctrine Carter, maintenant, est un peu remise en question pour deux raisons. La première, c'est les découvertes du gaz de schiste aux États-Unis, où 95% maintenant de la production d'hydrocarbures au Moyen-Orient part en Asie et notamment en Chine. Donc, on peut dire que les États-Unis fournissent la sécurité ou s'occupent de la sécurité du Moyen-Orient pour les Chinois. D'autre part, avec Barack Obama, la politique étrangère américaine était basée sur un retrait des forces américaines dans la région et avec son concept de leading from behind, donc leadership en retrait, qui a été pour la première fois mis en œuvre en 2011 avec l'opération en Libye. Les États-Unis essaient maintenant de limiter leur présence dans la région. Est-ce qu'ils sont, pardonnez-moi Jean-Marc Ricli, voilà pour le cadre, mais maintenant entrons quand même dans le vif du sujet, est-ce qu'ils sont derrière ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Yémen? On parle d'attaques de drones d'ailleurs américains ces dernières heures. Est-ce que les États-Unis, lead from behind, sont quand même derrière ça? Alors, les États-Unis, le Yémen était très très important dans le dispositif de contre-terrorisme des États-Unis, parce que au Yémen, vous avez Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et donc, jusqu'à 3 semaines en arrière, les États-Unis avaient des forces qui étaient basées au Yémen, il y avait des forces spéciales et utilisaient beaucoup de drones pour pouvoir éliminer ces terroristes. Ces milices chiites houthis, vous parlez de terroristes parce que les mots ont un sens. Là aussi, l'Arabie Saoudite parle de terrorisme. C'est vraiment du terrorisme? Au sens où on l'entend pour le groupe État islamique et autres? Alors, ça dépend comment vous définissez le terrorisme. Les milices chiites houthis ont eu recours dans le passé à des actes terroristes. Par contre, ce qu'on voit actuellement qui se développer au
au Yémen, c'est non seulement Al-Qaïda, mais l'État islamique qui, il y a 2 semaines en arrière, qui a lancé une attaque contre 3 mosquées chiites qui a fait 150 morts. Donc pour revenir à votre question de départ par rapport... Sur le lâcher de bombes sur le Yémen. Le lâcher de bombes. Donc maintenant, l'Arabie saoudite, si vous voulez, si vous regardez une carte, vous avez le nord qui est complètement gangréné par les milices chiites en Irak, avec l'État islamique et aussi Al-Qaïda à travers Jabhat al-Nusra. Vous avez au sud, maintenant, le Yémen, avec l'influence de l'Iran derrière les milices houthis. Et vous avez également Al-Qaïda à la péninsule arabique et ainsi que l'État islamique. Donc, il y a une espèce de perception d'arc chiite qui se crée en Arabie saoudite. Et donc, le Yémen est l'occasion pour l'Arabie saoudite de démontrer que les lignes rouges a été franchies et qu'ils n'accepteront pas l'ingérence de l'Iran dans la péninsule. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre ou de guerre naissante entre l'Arabie saoudite et l'Iran ? Il y a toujours eu un conflit larvé entre les deux. Si on se rappelle, en 2011, Bahreïn il y a eu une espèce de révolution populaire où vous avez une forte majorité chiite et l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, est intervenue avec une force d'environ 2000 soldats pour établir l'ordre dans le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le changement de gouvernement, enfin le renversement du gouvernement yéménite, ouais. Non, je pensais plus le roi, la mort du roi. Vous parlez de l'Arabie saoudite, pardon. Il y a une nouvelle génération de leaders qui est arrivée au pouvoir et qui ont une vision un peu différente du roi Abdallah, dans le sens où auparavant, la menace principale était les frères musulmans. Oui. Or, avec le roi Salman, actuellement, on a eu un changement de cap où l'Iran est perçu comme étant beaucoup plus un problème que les sunnites djihadistes. Oui, et puis alors l'Iran, évidemment, on en a beaucoup parlé, y compris sur cette antenne dans ces dernières semaines, par rapport aux négociations sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Union européenne et l'Iran. Est-ce que ces accords sont en filigrane de ce qui est en train de se passer au Yémen entre l'Arabie saoudite et l'Iran? Autrement dit, l'Iran fait peur de plus en plus, l'Iran chiite, l'Iran qui retrouve peu à peu une place sur la scène internationale. Est-ce que l'Arabie saoudite réagit à ça aussi et au nucléaire iranien? Tout à fait. Si vous vous placez du point de vue de Riyad, la situation est, si on regarde ce qui s'est passé, le développement depuis ces 5 à 10 dernières années, vous avez un État qui est mis au banc de la société, sur lequel on a imposé des sanctions très très fortes, et en même temps, vous avez son influence qui augmente dans la région, que ce soit au Liban avec le Hezbollah, vous avez le régime de Bachar el-Assad, vous avez les milices chiites en Iran. Et donc, le calcul de l'Arabie saoudite, c'est se dire, si avec les sanctions actuelles, l'Iran est capable d'avoir une telle influence, si on enlève ces sanctions, avec un prix en plus du baril qui était à 50 dollars le baril, si on retire ces sanctions, on va augmenter la puissance économique du pays et donc, de facto, la puissance de l'Iran. Qui va l'emporter, selon vous? Pardon de vous faire jouer au jeu des pronostics, mais enfin, vous êtes au Qatar, en plus, au cœur du chaudron. Qui va gagner la partie, là, sur le plan pétrolier, d'abord? Sur le plan pétrolier, l'Arabie saoudite c'est elle qui détermine un peu ce qui se passe, parce que avec le prix du baril actuel, l'Arabie saoudite a décidé de manière volontaire à maintenir sa production pour ne pas perdre des parts de marché. Donc, si les sanctions contre l'Iran sont levées, l'Iran pourra exporter environ 1 million de barils supplémentaires par jour. Donc, très sérieuse concurrence, là. Ouais. Très sérieuse concurrence. Et ce qui va probablement arriver, c'est que le prix du baril du pétrole va encore descendre. Ouais. Donc, dans cette situation-là,
Les États du Golfe sont des économies qui reposent sur la rente, c'est-à-dire le pétrole, l'argent du pétrole qui est perçu est redistribué à la population. Or, pour pouvoir faire vivre ces régimes, vous avez besoin d'un prix du pétrole qui est entre 70 et 80 dollars, ça dépend des États. Donc, le prix actuel du pétrole est trop bas par rapport au budget des États du Golfe. Donc, dans le long terme, on peut faire des pronostics qui sont relativement négatifs par rapport à ce qui pourrait se passer au niveau des économies du Golfe. Cette question encore sur, on est entre les sunnites et les chiites, enfin tout ça est assez entremêlé. Quel rôle l'Arabie Saoudite et l'Iran peuvent jouer face au groupe État islamique? Est-ce un ennemi commun? Est-ce que certains ont des intérêts à le soutenir? On parle d'Arabie Saoudite ou du Qatar qui financerait. Comment vous voyez cet axe-là? Alors, au niveau du financement de l'État islamique, il n'y a ni le Qatar ni l'Arabie Saoudite qui les finance. C'est un groupe qui arrive On a dit que le Qatar le finançait. Enfin, vous êtes au Qatar. Alors, le Qatar n'a pas financé l'État islamique, a financé certains mouvements islamistes, a des relations assez proches avec Jabhat al-Nusra, qui fait partie d'Al-Qaïda, mais ils n'ont pas d'accès direct à l'État islamique. L'État islamique repose sur un modèle économique qui est quasiment autosuffisant. Et donc, ils n'ont pas besoin de ces ressources-là. Financés par le pétrole, notamment. Financés par le pétrole, le trafic d'organes et autres. Maintenant, en ce qui concerne les alliances entre... le combat contre l'État islamique, c'est ça ça représente aussi la complexité du Moyen-Orient. D'un côté... Les États-Unis soutiennent l'opération actuellement au Yémen contre les Houthis, qui sont des alliés de l'Iran. D'un autre côté, les États-Unis utilisent les milices chiites en Irak pour pouvoir combattre l'État islamique. Et donc, ce sont des alliances, suivant où vous regardez, qui vont changer et qui sont en contradiction avec une les autres. Et c'est ça le problème. C'est que si vous agissez dans une zone spécifique, prenez l'Iran, ça aura des conséquences sur toute la région. Oui, ce sont des alliances de circonstances, mais alors comment s'en sortir du côté des États-Unis? Ils jouent un jeu très fin, là. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu très fin. Les États-Unis ont plutôt une politique de désengagement et une politique qui est perçue comme contradictoire dans la région. Ouais. Et cela amène l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe à prendre plus leurs responsabilités. Et donc, en même temps qu'il y a eu l'opération au Yémen qui a commencé, la Ligue arabe a annoncé la création d'une force arabe commune, conjointe, qui devrait avoir environ 40 000 soldats. Force sunnite, en quelque sorte, de facto. Donc, en effet, ce sera une force sunnite avec derrière deux États qui poussent pour ça, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Mais pour des raisons un peu différentes. L'Égypte, c'est pour pouvoir maîtriser les terroristes qui sont actuellement dans le Sinaï. Il y a un groupe terroriste qui a fait allégeance à l'État islamique. Et pour l'Arabie Saoudite, cette force serait plutôt pour contrer l'influence de l'Iran. En un mot, est-ce que tout ça va renforcer le groupe État islamique? Alors, l'État islamique et Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, vont probablement se renforcer. C'est ça le problème et c'est ça ce qui est assez dramatique dans cette situation. C'est que si on prend l'exemple de la Syrie, si on prend l'exemple de l'Irak, si on prend l'exemple de la Libye, toute intervention dans ces États a créé des zones de chaos. Et dans le chaos, ce sont ces groupes extrémistes qui en profitent. Pourquoi? Parce que ils imposent une sorte de sécurité. Lorsque tous les matins, vous quittez votre maison, vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir vivant le soir, ce que vous voulez, la première chose, c'est la sécurité. Et donc, vous pouvez être pour ou contre, mais ils imposent une certaine forme de stabilité. Et ils donnent de l'emploi aux gens aussi. Exactement. Ouais. Et donc, le Yémen, actuellement, on a un très grand risque de déstabilisation complète du Yémen, et ça aura un effet ricochet sur toute la péninsule arabique. Parce qu'à côté, vous avez aussi Oman, qui risque, dans ces prochains mois, avoir un changement de gouvernance, car le sultan Qaboos est très malade et probablement il risque
de mourir et il n'a pas de successeur. Donc ce sera aussi un problème dans le sultanat d'Oman. Ouais. Sultanat d'Oman. Vous êtes chercheur associé, disais-je, au Centre de politique de sécurité à Genève. Jean-Marc Ricli, avant de passer à la lecture de la presse suisse quand même, parlez-nous de ces armes létales autonomes, parce que vous êtes en Suisse précisément pour une conférence sur ces armes létales autonomes organisée par l'ONU. Ce sont des armes, donc, si l'on en prend la définition, qui ne nécessitent aucune intervention humaine. Donc, ce n'est pas les drones. Hein. Les drones, il faut bien qu'il y ait un pilote. Ça ressemble à quoi, ces armes létales autonomes? Alors, pour l'instant, elles n'existent pas. On parle de robots tueurs, voilà, c'est une bonne définition? Donc, les drones, actuellement, ce sont des armes qui sont semi-autonomes, c'est-à-dire que vous leur donnez il y a quand même un pilote derrière. Mission, il y a quand même un pilote. Là, ce dont on parle d'armes dans lesquelles l'arme sélectionne sa cible et la détruit. Et comment va-t-on arriver à ce type d'armes? C'est par le développement de ce qu'on appelle le big data, les mégadonnées, et le développement des puissances de calcul des ordinateurs, où on fait des pas très importants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc là, on va se retrouver dans un domaine qui est complètement inconnu. Des risques, enfin au niveau de la légalité, j'imagine que ça pose tout un tas de questions. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas de régime légal par rapport à ces armes, mais on a d'autres problèmes liés à la responsabilité de ces armes qui sera derrière, et surtout à l'équilibre des forces globales, parce que ça veut dire qu'on pourra créer des armes qui, actuellement, l'utilisation de la force militaire est liée à l'emploi de la force armée par des êtres humains. Et donc, vous allez détruire une armée adverse et vous allez détruire son potentiel économique. Or, si ce sont des armes autonomes, il n'y a plus cette idée de sacrifice. Ouais. Et donc, là, on arrive dans un concept qui est complètement différent au niveau du seuil d'utilisation de la force armée. Elles ne sont pas encore utilisées sur le terrain, ces armes légales autonomes. Elles n'existent pas encore, même à l'état de prototype. Ces armes n'existent pas. On a différentes technologies et on prévoit ce qui pourrait se passer. Qui les posséderait en premier? Les États-Unis, peut-être? Alors, les États-Unis seraient probablement une des premières puissances, mais aussi Israël, parce que Israël est très en point dans ces domaines-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici dans une question sociétale. C'est-à-dire, au moment où on va développer ce type d'armes, au moment où on aura développé l'intelligence artificielle, on aura des armes qui seront plus intelligentes que l'être humain. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura plus de retour en arrière. C'est de la science-fiction, là. C'est de la science-fiction, mais il faut y penser. La première arme autonome sur le terrain, c'est pour quand, Jean-Marc Ricli? Je peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il y a un mois en arrière, des chercheurs, pour la première fois, ont réussi à faire voler dans un simulateur donc, de F-35, qui est la dernière génération de chasseurs américains. Il a été volé, cet avion, par une personne qui est handicapée uniquement par la pensée. Oui. Tout cela fait froid dans le dos.